Frédéric Gobert, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences du langage, écrivain, professeur de lettres. Merci d'être avec nous pour nous présenter votre dernier ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, Le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescent. Tout un programme. Les jeunes générations ont le monde dans la main et paradoxalement, parfois cela les en éloigne. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce thème symptomatique, s'il en est, des mutations de notre société? Est-ce que vous avez senti qu'il manquait des clés à certains parents, à certains éducateurs? Tout à fait, c'est exactement ça. Enfin, les clés, elles me manquaient à moi-même parce que moi, je ne comprenais pas grand-chose au système éducatif. Et donc, j'avais le besoin, vraiment un besoin de le comprendre. Et donc, j'ai écrit ce livre d'abord pour moi, pour le comprendre. Et maintenant, j'ai envie de partager parce que je pense que beaucoup de parents et même de personnel de l'éducation ne comprennent pas grand-chose. Hormis votre rôle de professeur, vous avez des enfants vous aussi? Tout à fait. Donc vous êtes concerné au premier plan. Au premier chef, oui. Alors, vous avez une notion qui est développée au début de votre ouvrage, c'est la notion d'hyperspectacle. Est-ce que vous pouvez la définir pour nos auditeurs? Oui, c'est très simple, ce n'est pas une notion que j'ai inventée du tout. Ça signifie le spectacle généralisé dans tous les domaines et dans toutes les sphères de la vie. Et donc, ce spectacle étant consubstantiel à la vie des adolescents, ils l'attendent partout et quand ils ne le trouvent pas dans l'établissement scolaire, eh bien pour eux c'est une frustration et ils voient nécessairement du coup le lieu scolaire comme un lieu réactionnaire, ringard, vieux jeu, d'emblée en lui-même. S'il n'y a pas cet hyper-spectacle, ils trouvent que c'est austère, voilà, inintéressant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut développer le ludique, l'hédonisme à l'école, parce que du coup ça permet à l'élève de se reconnaître et c'est censé lui donner envie de travailler. C'est pas quelque chose qui était déjà là avant, cette espèce de faculté à être facilement blasé chez les adolescents notamment? Alors l'adolescence c'est un concept conjoncturel en fait, ce n'est pas une réalité de tout temps. On a l'impression que l'adolescent a toujours existé. En fait il est né avec la bourgeoisie et avec l'école. Et donc quand on comprend ça, on comprend qu'en fait est né avec lui, eh bien, est né justement ce qu'on connaît de l'adolescent aujourd'hui, mais c'est pas une réalité de tous les temps. D'accord, oui, c'est vrai qu'avant, on n'avait pas le temps dans nos sociétés voilà. de vivre une adolescence. Quand en France, il y avait 85% ou plus de paysans, eh bien, l'adolescence n'existait pas beaucoup. Elle était réservée à la grande bourgeoisie, à ceux qui avaient des loisirs, mais les autres ne la connaissaient pas. Donc c'est un fait assez contemporain qui du coup engendre des problèmes contemporains aussi, mais qui a quand même des avantages, rassurez-moi. Oui, bien sûr. Évidemment, il vaut mieux aller à l'école qu'aller à l'usine à 8 ans, il n'y a pas de doute. Donc dire qu'il y a des soucis, ça ne veut pas dire que, par exemple, si je dis, voilà, je peux prendre un fait comme ça qui me vient, si je dis par exemple que le fait d'aller à l'école ou au collège jusqu'à 16 ans, cette obligation, qui est vue comme un progrès, a été voulue essentiellement par le patronat en 1959. Souvent, ça surprend les gens, même des gens de gauche, des syndicalistes. Et donc, je ne veux pas dire par là, il faut être contre, et donc il faut envoyer les enfants à l'école, au travail, à l'usine ou à 8 ans, pas du tout. Mais du coup, ça donne un autre regard sur cette réalité. Alors, cet hyper-spectacle, est-ce qu'on peut englober dedans aussi le côté mise en scène? Maintenant, la plupart des adolescents, même des enfants parfois, ont leur blog, leur page internet. Ils aiment se mettre en scène dans les choses du quotidien. Ils se nourrissent aussi de ça quand les autres le font. Est-ce que ça fait partie de cet hyper-spectacle, de cette notion-là? Ah oui, voilà, c'est ça. On est dans la mise en scène de tout, de soi en premier lieu. Et quand on se met en scène, mais on n'est pas soi-même, on donne à voir une certaine image de soi. Il faut toujours qu'elle soit positive, valorisante. Et du coup, on est toujours en dehors de soi et on ne développe pas qui on est, mais on développe une image auprès des autres et du coup ça ne nous aide pas à nous trouver, on se perd et c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles les adolescents ont tendance à se perdre aussi dans cette mise en scène généralisée d'eux-mêmes. Il y a le monde virtuel, celui de l'internet, etc. Et puis il y a la vie réelle et ils sont un petit peu... il manque de repères entre les deux finalement. Oui, tout à fait, exactement. Ce manque de repères est dû notamment aux écrans, à la généralisation des écrans. Et l'écran, c'est pas la vraie vie que l'on peut toucher, c'est pas parler à quelqu'un. Voilà, et le fait de vivre par procuration, eh bien c'est un rapport au monde qui pose problème. On voit des expressions naître comme IRL. Les ados utilisent ça entre eux. IRL, ça veut dire in real life, dans la vraie vie. Du coup, ça montre bien le décalage entre les deux. Justement, ces écrans, vous en parlez également dans votre ouvrage, et leur omniprésence. On a tous un écran dans la poche, même maintenant, même les seniors ont un écran dans la poche. Oui. À la maison, on en a partout. Comment faire avec ces écrans pour que ce soit une force et que ça ne nuise pas au développement de tout un chacun? Alors, effectivement, les écrans, d'abord, quand les élèves se lèvent, souvent il y a la télé. S'il n'y a pas la télé, il y a le portable, pas forcément avec les parents, ils ne sont pas au courant, mais hop, on regarde le portable, on envoie un SMS, on dit quelque chose à un copain, une copine.
Ensuite, dans le bus, pareil, on a le téléphone. Ensuite, en classe, on pousse de plus en plus les enseignants à travailler avec le numérique et donc le vidéoprojecteur, les tablettes maintenant. Dès qu'on sort de classe, on a à nouveau son téléphone, on rentre chez soi, il y a la tablette, il y a Internet, il y a la télé. On peut très bien passer toute sa journée sur les écrans et quand on quitte l'écran, on a presque l'impression que c'est quelque chose de bizarre autour de soi, quoi. C'est pas normal, mais ce qui n'est pas normal, c'est la réalité. Et si on en est là, ça devient particulièrement grave. Donc comment faire quand on est parent pour faire en sorte que son enfant aille moins sur les écrans? En ce moment, ce que j'ai tendance à dire, c'est quelque chose qui ne cherche pas du tout à culpabiliser qui que ce soit, parce que la première personne à laquelle je pense quand je dis ça, c'est moi. Voilà, moi je suis père, et donc c'est à moi que je l'applique, c'est s'occuper de ses enfants. Voilà, notamment je pense aux pères, que les pères aillent avec leurs enfants, fassent des choses avec leurs enfants, voilà, sortent, fassent des sports, fassent des activités, proposent des choses, et tout ce que l'enfant fera avec ses parents, ça va le construire comme futur adulte, ça va l'aider à avoir cette affection et ce besoin d'autorité va être présent et il va se construire et du coup il va quitter les écrans et devenir un adulte. Ça me fait penser à un proverbe qui dit « Si tu veux éviter de punir un enfant, occupe-le ». Voilà, et puis occupe-t'en. Voilà. C'est encore mieux. Ces écrans, ça passe aussi par l'exemple, parce que là encore, vous faisiez référence à vous, je fais référence à moi sur ce coup-là. On n'est pas toujours le meilleur des exemples. Avec nos activités professionnelles, on est tous, quelle que soit la génération, hyper connectés. Donc on donne aussi un exemple un peu biaisé voilà, de la vie à nos enfants. Mais là, on met le doigt sur un des points essentiels de l'éducation, c'est que souvent les parents se disent, bon, éduquer son enfant, c'est lui dire ce qu'il doit faire et pas faire, en gros. Alors qu'en fait, 80% de l'éducation, sinon 90%, passe non pas par ce qu'on va lui dire de faire ou de ne pas faire, mais par le modèle, par le mimétisme. Donc l'enfant, inconsciemment, va prendre modèle sur nous et l'éducation va passer par le fait qu'il vit avec nous, qu'il nous regarde inconsciemment, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Ce sont ses repères. Et donc si effectivement, lui, ne regarde pas les écrans et nous, on passe notre temps dessus, bon, à 90%, lui, ce qu'il perçoit inconsciemment, c'est qu'on est dessus, point barre. Les 10%, quand on lui dit « ne va pas sur les écrans », ça pèse très très peu. Alors il y a une règle dont j'ai entendu parler, je l'appelle la règle du 3-6-9-12. Certains pédiatres préconisent pas de télévision avant 3 ans, ça ne sert à rien, pas d'ordinateur avant 6 ans, pas de jeux vidéo avant 9 ans, pas d'internet avant 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision un petit peu schématique du rapport aux écrans? Je ne connaissais pas ces 3-6-9-12, mais quand j'entends ça... je me dis que là, on est vraiment, comment dire, au niveau zéro, au niveau plancher de ce qu'il faut faire, quoi. C'est-à-dire que si on fait ça, déjà, là, on est au minimum de ce qu'il faut faire. Ouais. Vraiment, enfin, même en deçà, à mon avis, du minimum. Là, on sent que si on part sur cette base-là, c'est que vraiment, on a déjà renoncé quand même à pas mal de choses. Mais c'est tout à fait symptomatique de notre société parce que le niveau est tel, au niveau du renoncement aussi éducatif, que du coup, on en vient à mettre comme plancher des choses qui sont déjà en deçà du plancher. Prenons un exemple, les troubles de l'attention. Les troubles de l'attention sont généralisés, rappelons que c'est une pathologie, mais cette pathologie étant généralisée à l'échelle de la société, ça devient une norme. Donc c'est celui qui n'est pas soumis à ces troubles de l'attention qui va être stigmatisé. Et si en classe, on ne veut pas les prendre comme base, mais on veut au contraire prendre comme base quelque chose qui serait beaucoup plus normal au niveau de l'état de l'enfant, du coup, on est mal vu par sa hiérarchie, puis même par les parents. Et donc, moi, je pense que cette règle des 3-6-9-12, il faut aller un petit peu au-delà de ça, quoi. C'est vraiment un garde-fou extrême. Voilà. D'accord, on va la considérer comme ça. Justement, ça m'amène à un autre concept qui est développé dans votre ouvrage, ce concept d'adolescent. Alors, on peut l'entendre beaucoup, mais on le définit peu. Comment vous le définissez, du coup ? Alors, en fait, c'est assez simple. On reconnaît dans adolescent, adulte et adolescent. Donc, un adolescent, c'est quelqu'un qui a l'âge adulte, mais qui se comporte toujours comme un adolescent et qui, dans sa tête, dans ses habitudes, dans ses mentalités, dans sa manière de vivre, sa manière de penser, etc., est toujours un adolescent. Alors ça se manifeste comment ? On peut dire en gros essentiellement par le refus des responsabilités et un comportement dit entre guillemets jeune qui est valorisé par les publicités, par notre société. Voilà, l'état actuel de la société valorise cette tendance jeune. Et si on est jeune à 40 ans par exemple, c'est cool, quoi, on est tendance. On est dans le coup. On est dans le coup. Voilà, c'est ça, on est dans le coup. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la catégorie d'adolescent dans les études universitaires va maintenant jusqu'à 40 ans. Donc à 39, 40 ans, on est adolescent. Moi, je vous fais le pari que dans 10 ans, ça ira jusqu'à 50 ans, puisqu'ils auront 10 ans de plus. Voilà. C'est certain. Et même au-delà, dans les années qui suivront. Donc là, c'est un problème, puisque du coup, ce sont des adolescents qui élèvent des enfants, finalement. Exactement. Et comme si des adolescents élèvent des enfants, ils ne vont pas en faire des adultes. Ils vont en faire des adolescents, puisque les adolescents qui élèvent des enfants prennent leurs enfants comme modèle pour leur comportement, leurs valeurs, leur manière de parler. Souvent, on entend des parents aussi dire on va être copains avec ses enfants. Tout ça n'aide pas du tout les enfants à se construire.
C'est pas, bien sûr, dans les règles de base de l'éducation, c'est quand même une des fondamentales de ne pas être trop proche. Mais dire ça, c'est paraître ringard auprès de plein de gens. Tout à fait. Là, le propos là, que je viens de tenir peut me faire passer vraiment pour un réactionnaire complètement. Y compris auprès de vos collègues dans la sphère éducative. C'est possible. C'est possible, voilà. oui. Tout est, voilà, oui. C'est très subjectif. Oui. Une des idées que vous engagez en problématique, c'est cette quête du plaisir, cet hédonisme que vous avez en titre. Doit-on comprendre que les jeunes générations ne se font pas violence ? Autrement dit, impossible d'apprendre si c'est trop contraignant, finalement. Déjà, cet hédonisme-là, en fait, il y en a plusieurs. Des hédonismes. Il y en a un qui est exigeant, qui est très rigoureux, qui est presque ascétique. C'est celui d'Épicure. Donc, c'est paradoxal parce qu'on l'associe, celui d'Épicure, justement, au plaisir à tout craint, on fait ce qu'on veut, etc. Alors qu'en fait, c'est tout à fait exigeant. Donc, on va le laisser de côté. Il est très exigeant. On ne va pas faire un cours là-dessus. Mais l'hédonisme qui est valorisé par notre société et qui est celui des adolescents, parce que c'est le modèle qui leur est donné, c'est un hédonisme de la consommation. Donc cet hédonisme, effectivement, n'est pas un hédonisme de l'exigence ou de l'effort, c'est au contraire, je joue, je m'amuse, je ne fais pas d'effort, et je passe à un jeu suivant, donc je consomme. Je consomme, donc je suis. Voilà, mais consommer, ça ne rend pas heureux. Il suffit juste de consommer quelque chose pour savoir qu'après, on a envie de consommer toujours. Voilà. Être heureux, c'est être posé, serein, content au sens de plein, et donc on n'a pas envie de consommer et encore consommer, sinon c'est qu'on est malheureux, c'est qu'on est frustré. Et la société vise, c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais elle vise à rendre frustré et malheureux pour qu'on consomme, et c'est censé être bon pour la société. Une société qui, du coup, si on vous suit, ne crée plus, n'éduque plus des citoyens, mais des consommateurs, finalement. Oui, elle fabrique des consommateurs, oui. Alors ça c'est le constat, et qu'en déduire alors pour notre système éducatif, d'autant qu'il nous reste hélas peu de temps, et on pourrait parler de ça pendant des heures, Frédéric Gobert. Doit-on repenser notre système éducatif pour le rendre plus ludique, ou au contraire doit-on réapprendre aux plus jeunes générations la valeur du travail ? Alors ce qui est problématique, c'est là vous me demandez ça en quelques secondes, et alors là c'est beaucoup trop important pour que je vais avoir beaucoup de mal à répondre en quelques secondes sans tenir un propos caricatural, parce que c'est quelque chose qui nécessiterait une émission à soi seul, quoi. D'accord, donc pour ce faire et pour essayer d'avoir plus de clés, on lira avec grand plaisir votre ouvrage « Le système éducatif français à l'ère du ludique, de l'hédonisme et de l'adolescence ». C'est paru aux éditions L'Harmattan, on le trouve partout ? Tout à fait, alors pas tout à fait partout, à Privas, à la librairie de Privas, il n'y a pas de souci. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une soirée organisée autour de ce livre à la médiathèque de Privas à 20h30 le mardi 8 novembre. On en reparlera sur les ondes de RCF. Merci d'être venu faire un tour dans nos studios pour nous présenter cet ouvrage. Frédéric Gobert, je rappelle que vous êtes docteur en sciences du langage, écrivain, professeur de lettres, et donc que cet ouvrage mérite d'être lu. Merci Frédéric. Merci. Relu. Merci.